bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Encore une fois, c'est incroyable quand même ce qui se passe. Oui. C'est ouf. Alors, c'est dingue. Mais je sais pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas non plus. Qu'est-ce que c'est quoi mais en tout cas, c'est bien en train de se passer. Ce qui s'est passé, on va vous le dire vraiment. Vous avez mis des écouteurs dans vos oreilles, très certainement. Un casque. Vous avez une alerte sur votre application préférée avec marqué podcast, First Print, nouvel épisode en ligne. Pas très souvent. Et ouais, c'est ça, une fois tous les 2 jours en moyenne quand même. Et vous avez appuyé sur play. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, le podcast s'est lancé et que du coup, vous êtes en train de l'écouter. Et là, Inception, puisque je suis en train de vous raconter que vous êtes en train d'écouter le podcast alors que vous l'écoutez déjà et qu'il n'y a pas besoin de vous raconter forcément. C'est fou. Incroyable. C'est fou. Ça me rappelle un petit peu cette narration du Silver Age, tu sais, où tu as le personnage qui fait une action et tu as la case qui est en train de décrire l'action qu'il est déjà en train de faire. Bah là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il monte dans la voiture. Oui, on voit, c'est dessiné. C'est ça. Et ma foi, c'est un peu ça la magie de l'audio, c'est un peu ça la magie de l'histoire. Ah, c'est donc ça la magie de l'audio. Exactement. Putain, je savais pas. Et bah, En plus, du coup, j'écoute toi qui décris aux gens ce qui est en train de leur arriver, donc c'est Inception dans l'Inception. Exactement. Et je suis déjà très déstabilisé. C'est incroyable. Tu peux un peu, quelque part, je suis un peu le Christopher Nolan du podcast, on va dire. Oui, effectivement, à tous les niveaux. Complètement. Bref, vous écoutez First Print, votre podcast comics, dans un format Back Issues VO, pour faire le point sur la 4e semaine de DC Future State. Mon gars, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pas ouf du tout, mais c'est pas grave, parce qu'on avait dit, Corentin, tu sais, il y a plein de trucs, il y a plein de décisions à la con qu'on a prises dans ce podcast, tu vois. Par exemple, il y avait un truc, c'était genre, Corentin, regarde, on est reconfiné, et si on faisait un truc... Un podcast quotidien avec des invités tout le temps, ouais. C'est ça. Et puis, on a d'autres idées à la con, comme en ce début d'année, on s'est fait, franchement, il y a des Future State, viens, on fait un récap toutes les semaines, des sorties, ça va être mortel. Mais c'est mortel. C'est mortel. Écoutez, c'est mortel, à lire, non, mais je suis sûr que les gens kiffent, chaque semaine peut-être. C'est vrai. On ne sait pas, dites-le nous sur les réseaux. Et donc, 4e semaine de publication de DC Future State. Donc, cet event sur 2 mois. Donc, on arrive à la fin de la première moitié. Donc, pendant 2 mois, DC Comics propose cette parenthèse futuriste, et j'en ai marre de répéter cette expression à chaque podcast. Donc, pour explorer un petit peu ce qui pourrait se passer entre 5 et 3 millions d'années dans le futur de DC Comics. Un event qu'on vous a déjà décrit au fur et à mesure des 3 derniers podcasts spéciaux comme étant quelque chose de relativement peu accessible, qui ne s'adresse visiblement pas aux nouveaux lecteurs, et c'est un peu vraiment le truc qui est le plus dommageable. Ça veut pas dire que toutes les histoires sont mauvaises, bien au contraire, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très sympathiques, mais il y a quand même une bonne majorité qui est quand même juste ou pas bien. Et surtout, qu'est-ce que c'est compliqué à resituer, c'est assez confus, et si on ne s'aide pas à chaque fois, moi j'ai l'onglet ouvert de la timeline de Future State pour juste un peu bien me rappeler où est-ce qu'on se situe. Corentin approuve de la tête en faisant des grimaces pour essayer de me déstabiliser, mais vous aurez remarqué que ça ne fonctionne pas. Chaque semaine, c'est pas... Comme Christopher Nolan, tu vois, je suis imperturbable. C'est ça. Et donc, Pourtant, je suis assis. Ouais. Je vois pas le rapport. Pour les vrais, celle-là. Non, continue, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, Corentin, on va commencer. Et on va prendre les numéros. Alors cette semaine, on se permet une petite folie. On prend les numéros dans l'ordre alphabétique. Là là. Si c'est trop fort. C'est incroyable quand même. Jamais trouvé avant. Ouais. C'est quelque chose qui a jamais été fait. Et je pense que ça va un peu marquer l'histoire du podcast comics dans le monde entier. Clairement, je pense que c'est déjà le cas. Il y avait un moment où tu prononces ces mots. La terre a tremblé, le ciel s'est fendu, et maintenant tout le monde fait ça. Et il y aura un avant et un après, quelque part. Donc, on commence avec le Future State Aquaman. Alors, dans le Future State Aquaman, que se passe-t-il, Corentin ? Eh bien, dans le Future State Aquaman, nous retrouvons donc l'ancien Aqualad, qui a été fait prisonnier par une espèce extraterrestre sous-marine, donc subaquatique. Jackson Hyde, de son vrai prénom, qui est le fils de Black Manta. Voilà, et qui va raconter un petit peu comment est-ce qu'il en est arrivé là, avec sa petite... sa courte, entre guillemets, association avec la fille de Arthur Curry et Mera. Qui est donc Andy. Andy Curry. Curry. On dit Curry ou Curry en anglais ? Non, Curry. Ok, Andy Curry. Comme le... Est-ce qu'on fait la blague sur le producteur d'Aquaman qui est Peter Safran ? Oui, pas mal. C'est vrai que avec Arthur Curry. C'est vrai que c'était très drôle. C'était vraiment pas mal. On avait bien ri quand on avait découvert ça. Le Épice Cinematic Universe. Allez. Ah là là. C'était bon vieux temps. Allez. Oh là là, t'es un peu salé. Oui. Donc, il découvre une sorte de point de relais dimensionnel à travers l'océan. Et puis voilà, il y a des bons dialogues, il y a des jolis dessins, c'est plutôt un numéro assez agréable
Au demeurant, alors moi c'est vrai que j'ai pas trop suivi le Aquaman de Kelly Thompson, de Kelly Sue DeConnick, pardon. DeConnick, ouais. Je m'emmêle dans les Kelly. Mais effectivement, c'est plutôt une continuation assez intéressante du point de vue de l'enfant. Il y a quelques fausses notes, mais ça annonce un départ au moins intriguant, qui pose bien justement les enjeux, les personnages, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries Future State. Graphiquement, c'est assez agréable, et tu me dis que ça te faisait penser à une série Aldébaran de science-fiction ? Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a vachement. Enfin, il y a deux influences. Enfin, c'est peut-être pas des influences, mais en tout cas, ça m'a évoqué deux choses dans cette approche vraiment de science-fiction slash fantasy très, très grande, en fait, avec effectivement, tu as quand même ce concept que je trouve super bien de confluence, qui est un peu une forme de mer entre les dimensions qui te permet de rejoindre d'autres mondes. Je sais pas si c'est inédit dans l'univers d'Aquaman, mais enfin, c'est bien amené pour le coup. Et ouais, il y a quelque chose un peu dans cette exploration de monde étranger, effectivement, des sagas d'Aldébaran, donc de Léo, un auteur donc, qui fait de la SF en franco-belge, qui a plein de sagas comme ça, les mondes d'Aldébaran, ça s'appelle. C'est chez Image Comics, saga. Ouais, t'as vu ? Et ça, c'est de l'humour. Tu es pris à ton propre pied. Et en même temps, c'est de l'humour que tu plagies de mon côté. Et c'est pour ça que c'est drôle. C'est pour te faire chier, en fait. Ouais, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, ça me fait rire. Et je reconnais du coup que mon humour est vraiment pas mal. Tu ris à tes propres blagues. Effectivement. Voilà. Aldébaran, donc non, il y avait vraiment différents cycles en fait qui à chaque fois s'intéressent en fait à une planète particulière. C'est vraiment c'est vraiment une saga de SF en BD. C'est pas encore patrimonial forcément parce que c'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même des années que ça existe et c'est excellent. Et moi, c'était ça que ça m'évoquait. Et aussi l'Enfeust par rapport à l'univers un petit peu fantasy mais marin qui est développé, mais il y a clairement des planches qui me font grave penser à du l'Enfeust de 3 tout simplement. Donc c'est écrit par Brandon Thomas et dessiné par Daniel Sampere. Daniel Sampere, c'est ouf en fait comment il upgrade son niveau d'année en année, parce que moi je me rappelle encore du Sampere que je voyais débuter à l'époque sur Trinity of Sin Pandora. C'est un autre niveau. C'était pas pareil, et là je sais franchement les planches c'est où après le travail de colorisation qui fait la incroyable aussi. Je vais te retrouver ça. Il se colorise pas tout seul là quand même. Non, il se colorise pas tout seul. Non, mais attends, t'as vu le boulot qu'il y a sur les effets aquatiques et tout ça, c'est Adriano Lucas qui colorise. Et non, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et alors ouais, et pour le coup, tu vois, si Future State devait un peu plus servir, alors clairement, parce que on a compris que c'est pas du point d'entrée, c'est vraiment parce que ce que DC Comics veut te vendre, mais plus comme des micro-expérimentations en te vendant des pitchs, tu vois, et tu dois essayer de déterminer quelle est la saveur de ce pitch en l'ouvrant en deux. Celui-là, il est framboisé de ouf, tu vois, j'ai envie de suivre vraiment Jackson Hyde et Andy Curry en vadrouille comme ça, deux explorateurs dans d'autres mondes qui passent par les mers, une mer dimensionnelle pour aller un peu explorer tout ça, mais donnez-moi ça en série régulière, mais il n'y a pas de problème, les personnages, ils sont bien écrits, ils sont intéressants, tu les vois pas forcément mis en avant, et même si effectivement il y a juste un aspect un petit peu grim and gritty qui intervient et qui était vraiment pas nécessaire pour du Aquaman, surtout que ça fait écho à un certain passif avec Aquaman et de façon plus générale sur les personnages d'ici. Grosso modo, on n'en a pas besoin, c'était pas la peine, mais si t'enlèves juste ça, si tu mets juste ça de côté, je l'avais déjà dit, Aquawoman dans le titre Justice League principal, je l'avais trouvé vraiment déjà super intéressante en tant qu'adulte, parce que dans le run de Kelly Sue DeConnick, elle vient à peine de naître, quoi. Donc donnez-moi du Andy Curry clairement, assaisonnez-moi mes comics avec cette épice-là, il y a aucun souci. Excellent. Incroyable. Mais par contre, vraiment, la caractérisation, elle est cool. Le concept, là, imaginez, il est vraiment très bien et il peut être développé. Enfin, je trouve qu'il a un vrai potentiel de long terme. Et là, c'est pas un problème, en fait, de pas forcément savoir ce qui s'est passé, tu vois. Il y a des mentions faites à une erreur d'Aquaman et ce genre de choses au rapport des personnages. Mais pour le coup, t'es un peu sur une dimension on fait un peu table rase du passé. Ça a de la saveur. Hein ? Non, rien, continue. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, j'ai pas compris ce que t'as dit. Non, c'est pas grave. C'était pas très drôle en fait. Non, moi ça m'a fait beaucoup rire. C'est pour ça. Voilà. Mais vraiment, t'as cette temps parler de ce numéro alors qu'il est juste sympathique au mieux et puis c'est tout. Merde. Mais il est peut-être sympathique au... Non, mais déjà, il est vraiment super beau. Je sais. Pour le coup, vraiment, les colos, c'est assez original parce que régulièrement DC Comics a fait l'erreur en fait de coloriser Aquaman comme une série un peu brosson. C'était déjà le cas à l'époque de Ivan Rice en fait où il y avait quand même des teintes. Là c'est super, ouais, là pour le coup c'est flashy, c'est lumineux, c'est ce qu'on veut. Il y a de la parce vie. Que justement c'est un univers qui est de monstres marins, qui est voilà, en l'occurrence les mers dimensionnelles qui est très colorée. C'est ce qu'on a envie de voir justement, le côté multicolore des fonds marins, c'est différentes gammes chromatiques. Et puis même le personnage de Andy Curry est plutôt assez bien dessiné. On voit bien la paternité entre Mera et Aquaman. Je suis d'accord avec toi. Je serais intéressé de voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage-là qui, quelque part, comparativement à d'autres versions un petit peu, comment dirais-je, bon dans le temps de jeunes personnages d'essai, au moins là on sent qu'il y a une direction.
tu vois. Ouais, donc ça, j'ai clairement envie d'en voir plus. Alors peut-être que c'est juste un bon numéro, mais comme dit, on sort de 2 semaines qui étaient gravement compliquées. Donc ouais, forcément, d'un coup, le moindre truc qui est juste bien devient super bien parce que tu as été habitué pendant 2 semaines à lire des trucs vraiment pas terribles. Mais, donc, oui. mais tu vois que c'est encore une fois DC Comics qui place entre guillemets les bonnes équipes créatives aux bons endroits, puisque quelque part, comme on l'a vu depuis le début des podcasts Future State, c'est généralement les gros personnages, ou en tout cas les gros concepts, qui ont les meilleures équipes créatives ou qui ont les pitchs qui sont développés de plus dans le temps. Superman, Dark Detective, là en l'occurrence ce n'est pas Arthur Curry, bah ouais, mais c'est c'est Aquawoman qui justement normalement prend la relève, parce que j'imagine que dans ce monde-là, Arthur Curry doit encore être prisonnier quelque part ou mort, je ne sais pas, mais tu vois, ça reste quand même... Je trouve que pour l'instant, dans le Future State, il y a quand même peu de places qui sont laissées, ou plutôt peu de projets intéressants pour les petits personnages, tu vois, les petites équipes, les petits concepts. Pour ceux-là, ils sont pas si gros. Hein. Ça doit être la fille d'Aquaman, je sais pas, c'est quand même un personnage nouvellement installé qui a encore toutes ses preuves à faire, et je trouve que c'est un bon chausse-pied, en gros, qu'on lui met là, tu vois. Un bon chausse-pied. Ouais, pour lui mettre la chaussure au pied, tu vois, ce que l'expression. Ouais. Tu veux dire le pied à l'étrier. Voilà, ouais. Le pied à l'étrier. C'est un bon étrier. Voilà. C'est un bon étrier. Ou un bon marche-pied pour monter sur l'étrier. Voilà. Ouais. C'est ça. Très bien. C'est bon, t'as fini ? Je suis d'accord avec toi. Eh ben, ça me fait plaisir. C'est pas tous les jours comme ça en plus. Mais donc, si, super souvent. Non, en fait, si, carrément. Mais on continue avec Future State Batman Superman qui s'intéresse donc là, on est vraiment dans le plus proche du futur. Là, on est en l'an 2025. Clairement, ça se passe même avant certains événements qui sont racontés dans les autres titres qui se déroulent aussi dans cette année. Donc, Batman Superman qui met en scène Bruce Wayne et Clark Kent dans ces versions du personnage. C'est-à-dire que Bruce Wayne n'est pas encore porté mort comme dans Dark Detective et que Clark Kent n'est pas en train de faire le guignol sur le Warlord de Mongul. Le guignol, un peu de respect, jeune. Le gladiateur. Une très bonne entrée en matière. Le gladiateur. Bah, on attend. Je t'y reprendrai. Oui. Tu vas voir. Bah, reprends-y-moi, Corentin. Et alors, en l'occurrence, on peut quand même dire que c'était pas non plus dinguissime. Alors c'est écrit par Jin Luen Yang, qu'on aime bien en général quand même, qui a fait New Superman, qui a fait justement du Superman aussi, qui a fait Superman vs The Clan. De Smash is the Clan, ouais, tout à fait. Donc, Écrase le clan en français, une très bonne série que vous devez de lire si vous aimez justement cette anecdote passionnante de Superman contre le KKK. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il est peut-être moins inspiré, parce que c'est vrai que justement, on cite ces deux exemples que sont New Superman, qui est une très très bonne série, et Smash is the Clan, qui est une très bonne série jeunesse, parce que justement, il y a des approches plus personnelles à sa culture qui probablement l'ont peut-être motivé à sortir un peu les bons sets du service de table, que là, pour le coup, c'est quand même très automatique. On sent la série qui est faite un petit peu là pour contextualiser d'autres moments en fait des périodes Future State, puisque comme tu l'as dit, donc Bruce Wayne commence à se confronter peu à peu avec le magistrat qui s'installe à Gotham City. Superman n'est pas encore effectivement banni de la Terre. Donc c'est une petite aventure en commun. J'ai vraiment du mal à voir comment ça va se développer dans le temps en plus, particulièrement. Donc, grosso modo, on enquête en fait. Voilà, Superman sauve la vie à une personne en fait qui veut se suicider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelqu'un a développé un petit patch qui te permet en fait d'avoir une tête d'animaux. Sauf que quand tu l'utilises, tu as des effets secondaires qui font que tu gardes cette tête. Donc c'est la False Face Society, qui évoque forcément un truc. Black Mask. Voilà, sauf que c'est pas du tout Black Mask que l'on verra là-dedans. Et ça, tu vois, par exemple, c'est pas inintéressant parce que justement, on t'explique que c'est pour tromper la vidéosurveillance. Donc il y a un embryon de propos, qui est un truc très hyper engagé socialement, ça, Corentin, dis-moi. Mais si tu veux, en fait, à défaut d'avoir un scénario extraordinaire, moi j'essaie de trouver un petit peu comment des mecs vont essayer de s'approprier le futur en parlant du présent, tu vois. Ouais, j'essaye de voir comment on peut intellectualiser un propos sur une histoire avec juste des mecs qui ont des têtes de grenouilles. Allez, je vais y aller. Salut. Non, mais je veux dire, c'est un peu normal quand tu fais de la science-fiction cyberpunk de parler des problématiques du présent. Surtout, connard. Non, mais surtout que voilà, société de surveillance de masse, 1984, le futur. Oui, après, en l'occurrence, comme tu l'as dit, je trouve les discussions ridicules. Au final, ça reste des mecs qui ont les têtes de grenouilles, de pingouins et de boucs. Il y a des allégories plus pertinentes, enfin moins gaguesques pour parler de surveillance de masse. Jin Luen Yang, il aime bien l'humour, il aime bien le gag un peu. Donc, mais c'est vrai que ça fait. En plus, c'est assez léger, bizarrement. C'est léger, pourtant ça colle pas trop au trait de Ben Oliver qui a une approche plus photoréaliste et tout ça qui est assez ancré dans une forme de réel un peu sombre. Mais oui, le fait est que
T'as un propos aussi sur l'association du team. Enfin là, c'est Batman Superman, donc le team-up entre deux personnages qui sont radicalement différents permet quand même aussi de mettre en avant cette différence. Et là, en l'occurrence, quand même une sorte de mission d'infiltration qui dégénère de toute façon. Et c'est parce que Superman, c'est pas du tout un personnage qui est fait pour l'infiltration. Et voilà, et dès qu'il est là, il y a la bagarre de toute façon parce que il ne sait pas être discret. Donc c'est plutôt rigolo C'est rigolo. de mettre cette dichotomie en avant. Mais encore une fois, c'est pas inédit, ça a déjà été fait, ça a été souvent mieux fait. Et là, en l'occurrence, bon, on ne sait pas trop sur quoi ça va mener en termes d'enjeu. C'est pas bien grand, pas bien Particulièrement quand intéressant. la même semaine, on te montre qu'en fait, on te montre déjà ce qui est arrivé à Bruce Wayne, et la semaine précédente, on te montre déjà ce qui est arrivé à Superman. Ouais, C'est compliqué de tirer des plans sur l'avenir. Et moi, enfin, c'est dommage d'avoir justement une série Batman-Superman alors que on saute John Kent, on saute Damian Wayne, d'ailleurs on sait toujours pas vraiment ce qu'il est devenu. Ça ouais, aurait c'est été vrai, le ouais. moment de, je sais pas, faire à défaut de Super Sons, des Super Teens, tu vois, ou des Super Adults, entre guillemets, d'avoir le Batman de Damian, tu sais, avec son par-dessus sur lui, combattre aux côtés de Jonathan Kent. Là, en définitive, ça remplit un blanc d'intrigue, grosso modo, pour remettre un petit peu les débuts du Gotham version magistrat. Mais derrière, et puis même, c'est pas le Ben Oliver des grands jours. C'est cette colo, il va pas du tout, je trouve, par rapport Ouais. justement à son côté photoréaliste. On parlait tout à l'heure hors micro de Multiversity The Just, où justement c'était une colo plus flashy, plus synthétique, enfin plus. Synthétique, qui grosso modo essayait pas d'imiter du crayonné. Et ça lui allait beaucoup mieux. Là, en l'occurrence, c'est une sorte de compromis un peu hasardeux entre un truc réaliste avec des couleurs assez légères, assez plates, quoi, un petit peu, on va dire. Franchement, graphiquement, il m'en reste pas grand chose, je t'avoue. Mais c'est dommage d'avoir un Ben Oliver comme un artiste talentueux qui a fait de très bonnes choses sur une proposition qui est quand même finalement assez pas, je vais pas dire médiocre, mais assez modeste, quoi, Ouais. on va dire. Donc Non, moi c'est tout voilà, ce que j'avais. sans plus. Non, Ouais. non, mais c'est voilà un On ne le numéro. recommande pas. On ne le recommande pas Voilà. plus que ça, effectivement. Par contre, un numéro qu'on va recommander chaleureusement, c'est le Future State Dark Detective 2, avec la suite de l'histoire principale, donc écrite par Mariko Tamaki et dessinée par Dan Mora, et également un segment sur Redwood sur lequel on va revenir juste après. Mais d'abord, donc Dark Detective, toujours dès le premier numéro, hein, c'était déjà clairement l'un des titres forts, et notamment qui nous donne très très envie de retrouver dans le mois de mars prochain la même équipe créative sur le titre Detective Comics de façon plus régulière. Et donc Dark Detective qui montre comment Bruce Wayne s'est fait passer pour mort et va commencer à se reconstruire voilà, cette nouvelle identité d'un chevalier noir qui opère un peu encore plus dans l'ombre que dans l'ombre, puisque officiellement Bruce Wayne et Batman sont morts. C'est donc le magistrat qui est responsable de ce décès apparent. Et donc là, on apprend comment il a réussi à flouer le Magistrate et notamment Peacemaker numéro 1, qui est donc le bras droit Numéro armé un. du magistrat, Ouais. quoi, de cette organisation. On apprend aussi qu'au final, le magistrat, c'est pas forcément une personnalité, mais plus une organisation donc payée par le maire de Gotham City pour faire le ménage. Milice privée fasciste, grosso modo. Et voilà, donc et en même temps, donc on voit comment Bruce Wayne se trouve un petit peu un nouvel allié, et comment il essaye petit à petit de se battre contre ses forces, et c'est, ma foi, toujours très très bien, Corentin. Oui, c'est probablement la série qui assume le plus cette espèce de cyberpunk codifié, on va dire, même limite presque un peu japonais. Il y a un petit côté Ghost in the Shell, pardon, dans ce truc-là. Alors, comme on l'a déjà dit, ça n'aurait probablement pas la même force sans les dessins, mais les dessins font beaucoup pour cet univers-là, parce que justement, c'est une Gotham City qui est cohérente avec cette proposition cyberpunk, où on voit encore des gens qui vivent, on voit encore des gens qui consomment, on voit encore des gens qui travaillent. Effectivement, là encore une fois, ça contextualise beaucoup, hein. C'est pas forcément la série où il se passe le plus de choses, mais c'est intéressant de voir justement, encore une fois, un truc réaliste, on va dire, avec les drones, les armées de drones utilisées par la police moderne, etc. Ce Batman qui est privé de ses moyens habituels, sans Batmobile, sans Batcave et compagnie, qui doit s'adapter un petit peu au présent. Parce que c'est vrai que Batman, comme on l'a déjà dit, c'est un personnage qui évoque généralement le passé, qui évoque le côté la cave sombre avec les reliques, les trophées, dans une cité qui évoque un petit peu Chicago, mais aussi le gothique, etc. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un Batman qui fait plus, comment dirais-je, pas renégat, fugitif, Ouais. qui là, s'implante dans la ville, se trouve effectivement un colocataire conspirationniste qui a peur des aliens et compagnie, avec sa fille qui probablement sera une alliée utile.
Donc ouais, non, c'est plutôt bien fichu, c'est très joli à regarder, c'est plutôt bien rythmé. C'est beau. Toujours les couleurs de Georgie Beller sont incroyables, je trouve. Tout à fait, ouais. Et puis non, pour moi, c'est une série qui est assez entière. Encore une fois, je trouve que c'est un peu dommage de mettre autant de talent dans justement Bruce Wayne, parce que, enfin, dommage, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est peu surprenant en fait que justement cette équipe-là ait hérité de ce titre-là, mais on aurait bien aimé que Tamaki ou Belair ou Mora finalement récupèrent un personnage plus petit. Mais en définitive, c'est que ça reste super cool d'avoir entre guillemets toujours un Bruce Wayne qui est en activité dans un contexte qui quelque part est quand même assez mal servi par le reste des projets. Et puis voilà, qui fait le taf, hein, tout simplement. Mais Detective Comics, justement, on avait déjà dit la dernière fois avec ce numéro de Grifter. C'était ça, hein Ouais. avec ce numéro de Grifter qui était... non, c'était The Next Batman, je crois, en fait. Je sais plus. Bon, enfin bref, en général, grosso modo, le bonus est plutôt agréable. Là, c'est pareil, puisque le bonus, en l'occurrence, c'est aussi plutôt bien fichu. Ouais, donc il s'agit d'un Redwood qui est écrit par Joshua Williamson et dessiné par Giannis Milono-Giannis. C'est ça, alors on l'avait dit pour la série Bad Girls, qu'il y avait justement un décalage entre le dessin de Haneke et le scénario, qui était assez sombre, parce que c'était une histoire carcérale, où les personnages de Gotham City avaient vraiment l'air d'avoir pris dans la gueule et tout. Bah là, c'est exactement l'inverse. Grosso modo, le dessin contrevient totalement à la proposition, puisque donc le Redwood s'est fait engager par le magistrat pour servir de tueur de masques. On sait pas exactement ce que lui il veut, mais il a un agenda, on va dire, par rapport à tout ça. Il est en couple avec Rose Wilson. C'est un couple qui est apparemment très dysfonctionnel. Elle bute à l'envie, mais le dessin est très léger. Elle fait très BD jeunesse, limite évoquerait un petit peu Shared Justice League ou une machin comme ça. Ouais. Alors que c'est quand même super brosson ce qui se passe dedans. C'est vraiment la journée d'un milicien privé qui va défourailler des types. On t'explique que plus ou moins une sorte de gang utilise encore le casque de Red Hood, donc le vrai Red Hood, le Joker en l'occurrence, pour contrôler des types et compagnie. Donc ça se montre un petit peu les limites de l'action du magistrat. C'est encore une fois un contrepoint assez intéressant parce que tu vois justement le camp des méchants entre guillemets par rapport à d'habitude, et le Red Hood quelque part est un bon exemple parce que c'est effectivement un personnage dans la mythologie Batman qui est habitué à tuer, donc qui est compatible avec les idéaux du magistrat. Je trouve ça plutôt intéressant, j'aime bien les dialogues entre Jason et Rose. Ouais. Voilà, qui elle pour le coup est super sassy, limite qui lui fait du gros rentre dedans, alors que lui c'est la froideur, c'est comme diraient les tarés d'extrême droite, c'est le Sigma male, tu vois, le mec solitaire qui va pas trop et tout. Et c'est effectivement plutôt intéressant. Enfin, je me suis surpris à prendre du plaisir dans le numéro parce que l'exercice de style justement de contrevenir à la violence par un style graphique qui est très léger. Quelque part est rafraîchissant et assez désarçonnant au début. Enfin, il y a même une scène où un personnage se fait buter. Il n'y a pas une gerbe de sang ni rien, c'est juste un petit coup de katana qui est déguisé, enfin qui est dessiné avec juste un trait quoi limite. Et ça rend le truc plus agréable, plus perméable. Et c'est ce qu'on avait dit, c'est que ça, encore une fois, ça tord un peu le coup au stéréotype du DC ultra sombre. Parce que même Dan Mora, ce qu'il fait, c'est sombre, tu vois, c'est des ombres partout, des trucs qui cachent le décor, etc. Enfin, c'est toujours de nuit, Gotham City est toujours de nuit, etc. Là, en l'occurrence, ça se passe de jour, avec des environnements qui, même, justement, sont très vides, comme pourrait l'être une BD jeunesse. Les couleurs sont assez agréables. Enfin non, je trouve que c'est plutôt franchement bien fichu. Non, et puis effectivement, c'était bien Grifters dans le premier numéro qui était écrit par Matthew Rosenberg. Donc là, franchement, entre Matthew Rosenberg et Joshua Williamson, qui sont quand même deux auteurs qu'on n'apprécie pas forcément sur les derniers travaux qu'ils ont fait, que ce soit sur les Rosenberg, c'était un X-Men qui était affreux, et le Punisher qui était ultra violent, bon, qui n'était pas désagréable si t'aimes l'ultra violence, mais voilà. Et Joshua Williamson qui est un peu l'un des compères avec James Tynion Ford de Scott Snyder sur les métalleries et tout ça, quoi, et qui a fait un run de Flash qui était vraiment très très long et puis très intéressant, fastidieux quoi. Et c'est bien du coup de les voir capables de se renouveler un petit peu, de faire des récits plaisants, clairement, vraiment mais limite ça me motiverait un peu plus pour le Robin de Williamson, tu vois. Ouais, je dis pas que je suis ultra saucé, mais quelque part on voit que justement il peut maîtriser un peu mieux la mythologie mais Gotham. dans un esprit un peu plus léger comme ça, d'un coup je deviens vachement plus client plutôt que de faire un tournoi de la ligue là ultra premier degré. Mais attention, c'est léger aussi parce que le dessin et parce que Rose Wilson, malgré son statut de tueuse, est quand même un personnage assez léger qui a l'air de débarquer d'une série à la Bendis. Par contre, tu mets le même script entre les mains de Fabok, je t'assure que c'est beaucoup moins léger. Hein. Ouais, et moins drôle, ouais, d'un coup. C'est quand même, tu sais, ils sont au commissariat, t'as un cadavre un macabé qui se balade sous un drap en mode genre, aimerait bien jouer, t'en as tué un autre, tu vois. Enfin, c'est dessiné comme un manga, tu vois. C'est assez rigolo. Fait un petit peu un décalage. C'est intéressant. Ça marche, tu vois, les décalages créatifs. Oui. Ouais, c'est ça qu'on veut. Oui, tout à fait. Pour renouveler le schmulblick. On va passer maintenant du côté de la Légion des super-héros avec un numéro compliqué. Hein.
Ouais. compliqué. Alors, le scénariste, c'est un certain Brian Michael Bendis. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce type Non, ou ça pas. me dit rien, je sais pas. Un petit nouveau qui débarque. Connais pas. Il a proposé son... C'est un pote à Snyder? Non, Ah bon non, pas trop, non, pour le D'accord. coup. Non, donc c'est bien, c'est Brian Michael Bendis qui dessine, qui écrit, pardon, et Riley Rossmo qui dessine. Et ben, grosso modo, dans le futur... Rossmo, je sais pas. Grosso modo. Non, grosso Ouais. modo. Non, bref, vas-y, enchaîne. Pas ouf, c'était pas ouf. Non, il y avait un potentiel, mais on l'a. Tu l'as un peu... Le moment est passé. Ouais, c'est ça. Arrête de m'accuser quand c'est pas drôle, t'as pas eu non plus d'idée. Tu me fous la paix là. Allez. Bah oui, je te fous la paix. Voilà, fous-moi la paix. Donc, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnages. Les interactions entre les dialogues sont pas forcément très fluides. Et je crois que tu m'avais dit que t'étais pas très fan justement du trait de Rossmo sur ce numéro. Ah, moi, je te fous la paix. Hein. D'accord, ok. T'es un enfant en fait. T'as 6 ans. Moi, je me vexe jamais, même quand tu m'envoies chier. Hein. Donc... Qu'est-ce que je disais? Non, j'aime le trait de Rossmo, mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui a un trait vraiment très particulier, que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais qui a surtout aussi un découpage inventif, souvent assez chargé en fait, avec plein de petites cases qui se mettent dans les sens des autres. Le truc, c'est que la Légion des super-héros, c'est un groupe qui d'emblée, même si le Legion 101, tu vois, c'est pas simple, parce qu'il y a plein de personnages avec plein de noms différents et plein de capacités, donc faut tous un peu se les reconnaître. Là, on te met dans le futur, la Légion, elle est disbanded, quoi. Elle est, donc le futur d'un futur en plus. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment très. Elle est capoute. Il y a un procès pour savoir qui a trahi vraiment la Légion. D'anciens membres se réunissent pour essayer de la sauver. Et en même temps, ceux qui forment la nouvelle Légion, mais qui sont a priori tous des salopards, en fait, ben voilà, vont s'en défendre. Plein de personnages. Tu connais pas, t'es perdu de ouf. Si t'as jamais lu, je confirme. Si t'as jamais lu la Légion, je veux dire, alors en France, il y a le premier tome de Salle de Bendis qui permettra de vous familiariser avec les personnages qui sont présents dedans. Sinon, il y a l'excellent Great Darkness Saga, enfin très bon Great Darkness Saga qui est aussi apparu même pas les mêmes en Confidential. Oh, il y a une bonne partie des personnages qui sont là. Oui, bah oui. Moi, j'y connais. Enfin, j'ai vraiment la Légion, c'est vraiment une zone. Si, c'est quand même c'est des personnages assez classiques, récurrents et tout ça. Le fait que Chameleon Boy, tu vois, par exemple, soit en procès, ça évoque un ancien procès où il avait effectivement trahi la Légion, donc il y a quelques indices, tu vois, mais même moi, je t'avoue, j'en ai lu, je suis quand même pas non plus le plus connoisseur, mais alors si t'as jamais lu un titre de la Légion, là, ça, c'est fini, c'est pas la peine, parce que c'est quand même très confus, très chargé. Bendis sur l'abondance de dialogue et tout ça, là, il en a rien à foutre, vraiment, il s'en bat. C'est épais. Hein. Il s'en bat. En plus, avec le style de Rossmo qui fait des découpages assez... Ouais, c'est ça, tu vois, le truc, du coup, c'est hyper chargé. Désordonné, en fait. C'est hyper chargé de ouf. Par contre, il y a quelques bonnes idées, comme l'utilisation de Bouncing Boy, qui est un personnage un peu ridicule à la base, tu vois, c'est juste un mec qui arrive à rebondir avec son corps en forme de balle, quoi, grosso modo. Sauf que là, il rebondit sur la scène d'ouverture de Star Wars 3 avec tous les vaisseaux et il défonce une armada entière alors qu'il fait que rebondir en boule. C'est ça. Non, mais il y a quelques idées qui sont plutôt cool. Graphiquement, c'est quand même assez intéressant. Enfin, c'est assez chouette de voir Rossmo parce qu'il s'en donne à foison. J'aimerais bien voir la gueule du script de Bendis pour voir comment on aboutit à ce genre de planche. Mais par contre, ouais, c'est pas ultra intéressant non plus, ça, quand même. Et si t'as jamais lu de Légion, machin, t'es du père, mais encore plus que tu ne peux déjà l'être dans d'autres titres auxquels on reprochait déjà un manque d'accessibilité. La petite nénette qui ressemble à Megaman, là, c'est un personnage du volume de Bendis. Celle qui a une sorte de canon dans la main avec un costume rouge un peu arrondi. Ouais, je vois, là je l'ai pas en soi, parce que c'est des créas en fait, ce que fait les designs de Rossmo là, ou c'est vraiment juste qu'il a repris Non, il reprend des personnages qui existent déjà. Hein. Ok. Bon, moi je trouve ça, en fait, j'ai trouvé ça agréable à l'œil, mais honnêtement, j'ai rien pigé quoi. Enfin, parce que je suis pas du coup un fan de la Légion, etc. Donc je dis que même pour un fan et même pour quelqu'un qui en a déjà lu un petit paquet, là la narration n'aide pas du tout à s'y retrouver. Hein. Bon, après, du coup, j'aurais du mal à formuler un commentaire dessus. En fait, peut-être que toi, t'as lu toute la Légion de Bendis ? Non. D'accord. Non, je suis en retard. Peut-être que voilà. Je suis en retard là-dessus. Si c'est vraiment une sorte de suite directe ou de continuation, peut-être que ce serait. Il faudrait demander à des gens qui sont vraiment très fans de cette série-là. Mais oui, moi, très honnêtement, j'ai trouvé ça assez bordélique. Et c'est bizarre de la part de Bendis, qui est genre un mec qui sait faire des intros qui frappent en général, qui sait poser ses personnages, ses enjeux et tout. Là, ça m'a rappelé un peu justement la fin de Young Justice tome 2, tu sais, où tous les personnages se croisent au même moment et tout le monde se parle dessus, il y a des dialogues partout. Après, probablement que ce serait une bonne série, hein, mais il faudrait que je rattrape tout ce qu'a fait Bendis sur la Légion déjà, parce que j'avoue que là, j'ai vraiment pas pané un truc. Ouais. Voilà. À part que Bouncing Boy est trop cool, et voilà. Donc un numéro qu'on ne recommande évidemment pas, cette fois-ci, pour le coup.
Bah, je sais pas, moi je te dis, peut-être que justement. Non, mais même moi, je le recommande D'accord, pas. ok, très bien. Moi, Pourtant, je te laisse. parfois, j'ai tendance, tu sais, à faire un petit peu genre, ouais, mais si, parce que les dessins, quand même, c'est vachement beau, tu vois. Ouais, mais là, en fait, non. Ok, Du coup, voilà. non, très bien. Et ça, c'est l'art de meubler avec des mots. Oui. Et j'adore. Pourquoi tu veux meubler? J'adore. Exactement. Et parce que j'ai envie. D'accord. Et là, Bah, je le fais. meublons alors. Exactement. T'as vu, il pleut. Oui. Voilà, je suis pas très fort pour meubler. Non, hein. effectivement, toi, t'es pas. Voilà. The canapé est très agréable. T'es pas très très fort, mais on va passer à la suite, puisqu'il nous reste encore 2 numéros à aborder. Oui, Qu'est-ce écrit sur ton t-shirt? 2 numéros. Je ne sais plus. Psychédélique Attitude. Il est super, hein? Il est très sympathique. Tu dors avec? Non. D'accord. Parce qu'il est un peu large. C'est un cadeau? Non, j'ai fait les soldes. Ah, les soldes là? Ouais. T'as dépensé combien? Oh, beaucoup. C'est vrai? Ah, beaucoup Oh de là là. moula. Ah là là, c'est. T'as Wow. pas acheté de high-tech? Hein? T'as pas acheté de high-tech? Non. Voilà, tu vois, là, c'est comme ça qu'on meuble. Ça, en fait. et pour l'anecdote, c'est un t-shirt, tu vois, il me va bien, mais je l'ai trouvé au rayon filles du magasin. Alors? Et bah voilà, mais juste pour dire. Le genre est une construction sociale, alors, non? Non, mais je sais, non, mais c'est justement la démonstration, parce que je le vois, je fais putain, mais il est vachement beau, et je fais, ce rayon feu, je fais, vas-y, mais fuck, je veux le porter, vas-y, je le prends. Voilà. Allez, ce blé. Et donc, Non-compliant. on va, ouais, j'avoue, comme. Beach Planet. Ouais, c'est ça, j'ai le logo tatoué. Allez, on continue du coup, je disais, avec le numéro Suicide Squad, qui est donc en diptyque avec une petite histoire on va se bagarrer, de c'est Black Adam. Et là, effectivement, on va se bagarrer. Alors, Vous trouvez ça nul? non. Et ben moi, je trouvais ça très très bien. Corentin, je te laisse commencer. Explique-nous pourquoi, de ton point de vue un peu nul, t'as trouvé pas ça bien, et on va essayer de démontrer, enfin essayer de remettre un peu le contexte sur pourquoi, de toute façon, ton avis au final, c'est un peu comme Je l'opinion. te laisse dérouler. Hein, vas-y. Ouais, non, mais c'est un peu comme l'opinion, je sais pas, je dirais, de Gérald Darmanin sur le féminisme, tu vois, on s'en fout un peu. Sérieusement? Ouais. Sérieusement? Tu veux qu'on parte là-dessus? Ok. Allez, vas-y. Ok, alors déjà, c'est un numéro d'islamo-gauchiste. Pardon, je veux dire, c'est un numéro vraiment qui n'a aucun intérêt. Non, alors, moi, si tu veux, le problème que j'ai, comme j'arrête pas de le dire, en fait, c'est j'en ai marre, en fait, du gritty à outrance. Là, c'est la Suicide Squad, donc évidemment, il y a forcément un passe-droit sur le gritty. Voilà, pardon. Arnaud rigolo. Yes. Je goûte, j'adore. Donc, ouais, d'ici c'est trop sombre, genre quoi. tu me dis quand c'est bon. Hein. Ouais, vas-y. Donc évidemment, il y a un passe-droit parce que c'est la Suicide Squad. Historiquement, c'est Bresson. Il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, je trouve ça quand même très proche de ce que je connais, moi, de la Suicide Squad. Moi qui ai arrêté depuis quand même quelques années de lire les séries régulières parce que justement, je trouvais que ça manquait de renouvellement. Il faut que je lise le volume Tom Taylor, évidemment. Ouais, parce que là, j'allais te dire, t'as pas lu Tom Taylor? Non, pas encore, non. Mais là, voilà, c'est toujours Amanda Waller qui dirige une équipe d'une main de fer. La seule originalité de cette équipe, c'est que elle se fait passer pour une Justice League de contrefaçon. Ces personnages-là que je ne connais pas ne m'intéressent peu. Le personnage de Connor Kent, je comprends pas ce qu'il fait là par rapport justement et à la Young Justice, où il était 10 fois mieux écrit, et même à la proposition supermanienne de Terre 3. Mais parce que c'est dans le futur aussi, il faut pas oublier. Non seulement c'est sur Terre 3, donc là où tu as quand même les 3/4 des héros qui sont des méchants, et en plus c'est dans le futur. Ou en plus, dans le temps, tu sais, t'as un futur où chez DC, t'as quand même bien compris maintenant, au bout de 4 semaines, que grosso modo, dans le futur, tout le monde était un peu Bresson ou un peu dark. C'est un futur où rien n'a changé en fait, à part la composition de l'équipe. Ouais, mais c'est sur Earth 3. D'accord. Mais c'est vraiment important. Ça reste la même proposition, c'est-à-dire que c'est j'allais dire Viola Davis, c'est Amanda Waller qui forme une équipe de super-héros vilains pour aller bolosser d'autres super-vilains, obtenir des informations. C'est le wall, tu vois, elle est inflexible, elle est désagréable, etc. Le héros, qui est généralement Rick Flag ou Deadshot, n'est pas forcément d'accord avec elle, mais il comprend qu'il y a un intérêt commun. Enfin, c'est une structure de récit que j'ai déjà vue 10 fois, 20 fois, 100 fois. Évidemment, je suis intéressé par le côté copycat de la Justice League, parce qu'effectivement c'est assez ludique, la Wonder Woman un peu spectrale est intéressante, le Clayface est intéressant, mais derrière il n'y a rien dans ce numéro qui me dit qu'en fait c'est autre chose que ce que je lis sur la Suicide Squad depuis que les New 52 ont commencé. Mais t'as compris qu'il y avait un twist quand même. Oui, j'ai compris qu'il y avait un twist. D'accord. Je dis pour l'instant, je parle du numéro, ouais. Je parle pas de l'éventuelle future série qui sera peut-être bien, mais là en l'occurrence je trouve quand même que c'est encore une fois la catégorie caricaturale, auto-caricatural de DC Comics qui n'arrive pas à imaginer des concepts différents. Je suis désolé de le rappeler, mais pour le volume justement illustré par Juan Ferreira, qui était un tout petit volume,
Oui, C'était écrit par Tim Seeley. Voilà, il y avait un concept, c'était du Battle Royale, grosso modo, c'était plein de super méchants qui se tiraient dessus dans un château. Voilà, il y avait un côté un petit peu action, dynamique série Z à fond, etc. Là, en l'occurrence, c'est toujours pareil, c'est mission, retour à la base, briefing, débriefing, Amanda Waller est chiante et méchante, et puis twist de fin. Enfin, moi, j'ai vraiment pas été convaincu, et maintenant, je te laisse faire l'avocat de la défense. Tout à fait. Voilà. Alors, déjà, Vas-y. j'ai envie de dire Corentin. Vas-y, sale gauchiste. Quand on défend Cloud Atlas, déjà, bon, j'ai envie de dire, En fait, tu sais que tu sonnes plus comme Gérald Darmanin que moi, en fait. là, je suis un peu le Christopher Nolan et le Gérald Darmanin de ce podcast. Écoute, Christopher Darmanin. quel enfer. Ou Gérald Nolan. C'est-à-dire qu'il fait des films compliqués et qu'il parle de viol. Non, c'est-à-dire qu'il fait des films compliqués et qu'il viole des meufs. C'est encore pire. Quel enfer. Allez, du coup, c'est bien parce que tu as réussi Gérald, à me si tu nous faire écoutes, voilà. le film. Non, bah non, si, non. J'espère qu'il nous écoute pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'entends ce que tu dis sur oui, c'est toujours la même chose, oui, c'est son machin. C'est Earth 3. C'est le principe. Donc là, c'est normal en fait. C'est pas déconnant. C'est juste. En fait, tu sais, je vais utiliser mon argumentation que je fais sur Twitter. Espèce de grosse merde. T'as voulu que je commence, hein? Moi, j'aurais pu te laisser faire ton truc, etc. Ouais, mais t'aurais fait la même chose. T'aurais commencé à rigoler, en fait, tout simplement Oui, parce que c'est la seule chose que t'es capable de faire, en fait. Secrète. Non, mais vas-y, Moi, je trouve que cette version de la Justice Squad qu'on nous présente, en fait, est vraiment pas trop mal branlée parce qu'elle change vraiment de ce que... Parce que normalement, Earth 3, c'est le syndicat du crime, c'est le Crime Syndicate. Donc là, on t'apprend quand même... Enfin, on essaye de se repasser un peu dans une continuité où, effectivement, donc, le Crime Syndicate n'est plus. Donc, il y a une autre équipe qui l'a remplacé avec d'autres versions, une fois de plus, donc méchantes, / corrompues des héros que tu connais d'habitude. Mais il y a quelque chose de plus pervers parce que c'est des versions ratées, en fait, c'est des copies ratées de ces personnages, donc ce qui arrive très rapidement dans le numéro en plus par rapport à l'un des membres de la Justice Squad est quand même là pour montrer effectivement ce croisement en fait entre cette fausse Justice League et la Suicide Squad qu'on connaît. Il y a quand même tout un déroulé de suivi dans l'ombre en fait, donc tu devines très rapidement ce qui est en train de se passer. Mais que je trouve intéressant en fait, c'est intéressant de voir mais pourquoi, qu'est-ce que fout Amanda Waller sur cette planète, pourquoi elle a monté cette équipe réellement, et surtout qui a commandité du coup la Task Force X de se rendre ici pour aller récupérer on va dire Waller. Non, je trouve vraiment que c'est une tonalité Bresson un peu trash qui vraiment correspond en fait avec l'ADN de ces personnages tels qu'ils le sont présentés parce qu'on est dans ce contexte là du multivers. Je trouve ça vraiment pas déconnant en fait, c'est limite le seul titre qui devrait en fait avoir cette ambiance. C'est plutôt du côté de je sais pas de Teen Titans ou de Shazam que ça va pas en fait. Dans ces deux titres là ce qu'ils ont fait ça ne colle pas au personnage. Là c'est pas déconnant du tout en fait. Et donc, non, mais je suis assez d'accord. En ce Après, sens-là, le problème, si tu veux, c'est que je reste encore nostalgique de l'époque. Je sais, c'est de quoi, de Ostrander? Mais oui. Faut grandir. Hein. Ben ouais, mais le problème, c'est quand en fait, tu vois, c'est comme si genre t'avais genre un cartoon, tu vois, qui avait été génial dans les années 50 et que depuis il y avait eu 4 reboots, 5 reboots, 6 reboots qui n'arrivaient pas à retrouver la magie de l'original. Pour moi, le problème, c'est ça. C'est comme c'est ça la Suicide Squad. Ça existe ça. Oui, probablement. Bah là, je sais pas. Ça s'appelle Star Wars, non? Très bon exemple, merci. Waouh, ça dénonce, putain. Dis donc, Gérald Nolan, il est énervé aujourd'hui. Hein. Mais donc, grosso modo, tu vois, le problème, c'est que sous Ostrander, c'était Bresson, mais c'était aussi politique. Tu vois, c'était militaire, c'était commando. Mais même les personnages avaient du corps, ils étaient intéressants, on suivait leurs relations, leurs amourettes, pas forcément, mais il y avait ce côté un petit peu dynamique de groupe, des personnages plus humains et tout. Et je sais, effectivement, t'as raison, t'as pas tort, c'est effectivement assez logique que ces comics poursuivent avec cette espèce de lecture un peu David Ayeresque de la Suicide Squad, mais moi j'attends un petit peu justement j'attendais un peu plus de maturité en fait, tu vois. Je me dis quand même qu'ils ont essayé tellement de choses avec la SS sans forcément réussir à trouver, à part probablement effectivement avec Tom Taylor et Bruno Redondo, sans trouver vraiment de façon de les réinventer. Et là, quelque part, ce que je vois, c'est pas une réinvention encore. Après, t'as pas tort, hein, tu vois, c'est juste que moi, dans l'océan, c'est chez Marvel. Voilà. Parce que dans l'océan, je peux plus, putain. Dans l'océan de titres, justement, un peu gritty de DC en ce moment, c'est pas forcément là que j'aurais attendu un peu de lumière, mais ils auraient pu faire autre chose que justement se conforter à cette espèce de recette. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais après, c'est pas une critique sur le scénario au sens strict, c'est plus moi qui commence à être fatigué de lire un peu toujours la Suicide Squad depuis des années. Parce qu'ils ont insisté beaucoup avec cette équipe-là, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Il y a plein d'équipes qu'on voit moins, regarde les Secret Six. Tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien revoir, qui pourrait faire du gritty aussi, d'ailleurs, s'ils ont de l'envie de gritty. Les Gotham City Sirens, bon, on pourrait me répondre que ça a été plus ou moins fait, mais tu vois, c'est un truc pareil qui disparaît petit à petit. Enfin, il y a plein de concepts comme ça qui disparaissent. Et ils insistent avec la Suicide Squad sans changer vraiment grand chose à l'équation. Donc il faudra voir la nouvelle série si effectivement elle s'inscrit plus dans une démarche à James Gunn un petit peu plus rigolote ou je sais pas trop ce que compte faire James Gunn d'ailleurs avec, mais pour l'instant, moi c'est vrai que je suis un peu repu de Suicide Squad après toutes ces années, et donc là techniquement j'ai pas forcément envie de m'y remettre. Par contre, pour ceux qui sont très fans de la série, enfin des séries précédentes, oui, il n'y a pas de raison de pas y aller. Si tu kiffes le Grim and Gritty, vraiment Grim and Gritty, mais pas hors propos, je trouve que ça fait plutôt bien le job. Oui, ouais, c'est moins vulgaire que Shazam en tout cas. Ouais, c'est clair. Et Fernando Passarin, pour le coup, bon, bah c'est pas ultra. Ah non, qu'est-ce que je raconte, c'est Javier Fernando Passarin, c'est après, non, c'est pas dégueu au niveau des. Non, c'est cool, non, mais justement, c'est plutôt cool, quoi. Donc, non, écoute, moi j'ai été plutôt content. De ce numéro de la Suicide Squad. Bah, tu vois, on s'est un peu vraiment battu. Non, finalement. En même temps, on sait que je t'aurais mis par-dessus la troisième corde. Donc, je t'aurais fait un petit pédigré. Avec tes petits bras. Le RKO. Mais viens. La puissance. Tu sais, le truc, c'est que l'intérêt du RKO, en fait, c'est que t'es propulsé par tes jambes. Et vu la taille de mes cuisses, mon gars, je te mets par terre. Je crois qu'on va arrêter de faire des podcasts ensemble, on va juste se taper dessus, mettre une caméra. Ouais, et on mettra sur Discord. Ça vous intéresse de faire un octogone Arnaud Rantin. C'est ça. Arnoctogone. Arnoctogone. C'est la version catch du multivers. Ouais. Allez, le catch, l'octogone, c'est pareil. Le numéro sur Black Adam Corentin, par contre, je crois que c'est une session de j'ai pas compris en fait. Alors ça se passe dans l'an 80 000, donc pour le coup c'est très loin dans le futur. La magie a déserté ce monde comme dans Descender, mais là c'est pas bien. Et t'as une équipe. Alors t'as quand même un Batman, t'as un Superman, t'as une Wonder Woman. J'ai aucune idée de qui sont ces gens. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce futur bizarre qui est genre technologique mais presque trop, enfin il n'y a rien de réaliste là-dedans. C'est pas beau. Le Kandak existe encore, Wonder Woman elle fait des bisous avec Black Adam et voilà, enfin je suis vraiment... Et puis à la fin t'as un twist chelou avec une voyageuse temporelle potentielle. Franchement, je vais être honnête, non seulement j'ai pas compris, mais en plus je m'en suis battu les couilles au bout de 3 pages, quoi. non, mais c'est vraiment, genre, j'ai pas, tu vois, la Légion, je pourrais me poser la question, ouvrir les fiches Wikipédia et essayer de comprendre. Là, pour le coup, je m'en fous complètement. Ouais, c'est vrai qu'on était en train de le lire ensemble, et puis au bout de la 3e page, j'entends. Et c'est effectivement Corentin qui se battait entre eux. C'était assez gênant quand même, il faut le dire quand même. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Donne ton avis, toi. Bah non, c'était de la merde. Mais après c'est moi l'élitiste. Non, mais c'est pas une question d'être élitiste. Je veux dire, même le dernier des débiles comme moi peut reconnaître un mauvais comic book, quoi. Et là, en l'occurrence, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en microbiologie et biologie moléculaire pour reconnaître que ce comics, c'est naze, tu vois. C'est non, mais c'est mal écrit. Effectivement, le concept futuriste, il est nul. Je sais pas, je dirais. Ça se passe en quelle année déjà ? 80 000. 80 000, mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Le délire de la Wonder Woman en pierre, là, qui en fait, on dirait un robot, c'est nul. Nul. Le Black Adam du futur, il est nul. Il est chauve en plus. En plus, Fernando Passaran, il dessine mal. Ouais, ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut pas lui donner des contrats, même pour 10 planches. Là, vous arrêtez, c'est pas beau. Regarde là, la colo, elle est dégueulasse. Avec super là Auclair Albert, non, ça c'est Jérôme Cox, là ça faisait longtemps qu'on lui avait pas donné de contrat mais Jérôme Cox, ouais. Là Superman doré, c'est de la merde, ça, tu vois, enfin non, mais ouais, c'est pareil, j'ai pas compris. C'est Superman Prime, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le seul truc, ouais, à la limite, là, l'idée de cette force qui réunit à la fois des super vilains, dont certains un petit peu bien connus, et en plus avec les 7 péchés capitaux par rapport à la mythologie un peu de Shazam et Black Adam, pourquoi pas, tu vois, en termes de... Mais pareil, grosse menace qui attaque un peu très loin dans le futur, on l'a vu dans Immortal Wonder Woman aussi, tu vois, c'est à peu près le même concept, sauf que dans Immortal Wonder Woman, à la limite, on en avait un peu quelque chose à foutre. Là... créer des enjeux quand c'est aussi mal contextualisé. Là, franchement, c'est genre vraiment, on te drop au milieu de ce ton test temporel, on te dit c'est la merde, frérot, vite, allons voir Black Adam. T'es en mode genre, déjà, bonjour, qui êtes-vous ?
Ouais, Qu'est-ce qui se passe, soyez poli, oui. C'est quoi le contexte sur votre terrain? Je comprends même pas et tout, je comprends rien. Et ça m'énerve. Non, mais En fait, on a l'air, peut-être qu'on est bête. ça n'a aucun intérêt, c'est tout. Peut-être qu'on a l'air bête. Peut-être. Non, mais donc du Peut-être qu'on est coup, bête, ouais. voilà, Surtout toi. Ouais, sûrement. Mais voilà, ce n'est pas un numéro qu'on vous recommande, clairement pas. Clairement pas. Donc voilà, donc vous aurez compris que cette semaine, Batman, Superman, Legion et Superman et Suicide Squad, pardon, c'est clairement les trucs qu'on ne vous invite pas à lire. Par contre, Aquaman, Dark Detective, et le dernier qu'on va aborder, c'est plutôt sympa. Et donc le dernier, c'est Superman versus Imperious Lex. C'est le seul titre qui sera en 3 numéros, dont le troisième en fait sortira au mois de mars après, après la fin de Future State, parce qu'en vrai c'est juste une mini-série en 3 numéros qui aurait pu être publiée dans n'importe quel autre contexte en fait, parce qu'en vrai on s'en branle. Donc c'est écrit par Mark Russell, dessiné par Steve Pugh. C'est l'équipe qui a déjà fait Billionaire Island ensemble. Et les Flintstones, les pierres à feu. Les pierres à feu, le remake acide des pierres à feu qui était vraiment incroyable. Attitude. J'ai envie de dire, je sais pas, Urban, ce que vous attendez pour le publier, hein, voilà. Mais que ça se vende. C'est vrai. Ce qui sera jamais le cas. Non, aussi. Les fans des pierres à feu, je pense qu'ils doivent être encore 10 dans le monde. Mais faut ouais, mais en fait, le truc, c'est pas les pierres à feu, attention. Non, mais on s'en branle. Le truc, c'est qu'il faut pas le vendre sur le fait que ce soit les pierres à feu, mais sur le fait que ce soit avoir une bonne histoire, en fait. Ouais. Sauf qu'en 2020, effectivement, tu as peut-être envie de lire d'autres choses que sur l'effondrement de la civilisation et l'échec un peu Au contraire, c'est très à propos. Ça part quand même de l'échec de l'être humain à fonctionner en tant que société, donc c'est un peu triste quand même. C'est à propos. Ouais, oui, mais justement, t'as envie... actuel. Oui, mais t'as envie de lire d'autres choses. Tu veux de l'escapisme, c'est ça? Ouais. Bravo Arnaud. Hein. Ouais, je veux des petites... Regarde Transformers, alors, espèce de bourrin. Non, toujours pas. Mais donc... C'est quoi ce podcast là? Tout à fait. Oui. C'est très curieux. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent se disent mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils se détestent. Ils vont se battre après une fois qu'ils auront posé les micros. Et puis c'est quand même incroyable parce que Arnaud il fait du RKO. il va lui faire un pédigré, mais je comprends pas comment il fait ça. C'est incroyable. Je ne l'imaginais pas aussi musclé. Je sais pas si beaucoup de monde s'est dit ça par contre. Non, je pense pas non plus. Quand j'arrête de croire, de prendre mes fantasies pour la réalité, effectivement, personne s'est dit ça. Alors c'est bien Imperious Lex. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très politique. Il y a pas beaucoup d'action. Politique. C'est politique. C'est engagé. J'en ai marre moi d'avoir de la politique dans mes comics. Ça dénonce. C'est dans le futur. Le conseil des United Planets, des planètes unies, en fait, se réunit sur le cas de Lex Luthor qui en a eu marre de la Terre, s'est barré et il allait sur une planète qui s'appelle Lexor. Et qu'il a baptisé Lexor. Qu'il a baptisé Lexor, effectivement, sur laquelle, en fait, grosso modo, il se comporte en vrai tyran mégalo-industriel, en exploitant une population à fabriquer des robots qui vont aller piller les ressources d'autres planètes. Grosso modo, le modèle un petit peu de toute société ultra-capitaliste américaine. Hein. Et la décision est débattue en fait au Conseil des Planètes Unies auquel siège Lois Lane, puisque en fait cette planète a besoin d'aide parce que grosso modo en détruisant tout, Superman du coup est arrivé, il a capté qu'il y avait embrouille, il a détruit donc l'usine de robots et tout ça, sauf que ce faisant il a mis en fait tout le peuple qui est exploité par Lex Luthor dans la mouise, récession économique, chômage, tout ça, genre de vrais problèmes sociétaux, et donc en fait il est là pour en fait demander au Conseil des Planètes Unies à ce que ce conseil-là aide cette planète, bien qu'elle soit aux mains de Lex Luthor. Dilemme, faut-il allouer des aides à quelqu'un qui risque de les utiliser pour lui et pour son entreprise néfaste, quand en réalité c'est son peuple qui en a réellement besoin et qui souffre? La question morale est posée, Corentin. Oui. Elle est posée. Continue. Je n'ai pas la réponse. Faut tranquille. C'est vrai. Par contre, tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce numéro? Je trouvais ça très bien. Effectivement, le contexte Future State, là, on s'en a pas grand chose à foutre. Ça se passe dans le futur, mais comme tu dis, ça aurait pu être une mini-série publiée sur le pouce, comme ça. Arnaud, une blague avec sur le pouce. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il l'a publié sur le pouce. C'est ça. Du coup, c'est pas une grosse série. Non, pas ouf. Donc, il y a des trucs rigolos, comme par exemple, comme je te disais, le mec de la planète qui, grosso modo, est juste un liquide. Ouais. D'ailleurs, je me demande si c'est pas genre une vanne par rapport au pot de pisse dans BVS, tu vois, ce truc-là qui représente Lex Luthor aussi, tu vois, peut-être, je ne sais pas. Non, là, tu vas la couleur était jaune. Beaucoup trop loin. Après, il y a aussi une blague où, tu sais, les journaux qui sont contrôlés par le pouvoir disent ouais, puis depuis qu'on n'a plus de ressources, l'opposition se fait entendre. Là, ça cote sur un mec qui dit: je vous avais dit qu'il fallait pas bâtir un modèle de société entier sur des robots tueurs et tout.
C'est vrai que ça revient sur les journaux qui font ah mais quel con. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il dit c'est logique, tu vois, quelque part. Et c'est super rigolo, enfin c'est toujours ce côté un petit peu vraiment c'est de la vraie satire, tu vois, c'est du dessin de presse que tu veux, c'est-à-dire que c'est de l'humour un peu potache mais qui est très absurde mais qui parle de choses très sérieuses, donc c'est forcément plus digeste, on va dire, que justement des séries, on va dire, qui seraient plus dans le bresson ou quoi. Là, effectivement, le dessin est léger. Tu vois Loïs et Clark qui, même à 60 balais, continuent d'être bien amoureux, à se faire des papouilles et compagnie. Et même Lex, effectivement, qui est une bonne allégorie. Bah, j'ai envie de dire le nom qu'il ne faut pas dire aujourd'hui parce qu'on s'est débarrassé de ce monsieur. Mais quelque part, voilà, c'est les États-Unis, en fait, grosso modo. C'est les États-Unis qui vont piller. C'est ou la l'ultra-capitalisme. Chine qui va envahir le Tibet pour récupérer les sources d'eau, etc. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est très évident de trouver des référents. Même tu disais par rapport à ça, mais c'est comme le Brexit, tu vois, où on sait qu'il y a plein de paysans britanniques qui ne vivent que grâce aux aides de l'Europe, mais voilà, comme il y en a un qui, enfin, le gros enfoiré qui dirige le pays, veut faire sécession, etc. Donc c'est toujours assez actuel, assez pertinent. De toute façon, Mark Russell, ce qu'il dit, c'est con, en fait, c'est pas très inventif, tu vois. Même lui, il n'a pas des idées révolutionnaires pour changer le monde. Mais en fait, il dit des choses vraies que tout le monde pourrait dire, mais il le fait avec talent et avec humour. Et en général, en s'entourant de dessinateurs qui collent bien justement à cette espèce d'entre-deux, à la fois pour le politique, mais à la fois aussi pour l'absurde et pour la parodie. Ouais. Donc là, évidemment, bah oui, le constat, il est bon, quoi. Yes. Donc, clairement, Ton avis, Arnaud Guigo banco. Bah, voilà. T'es pareil. content, Prez Moi, Tu veux dire Prez c'est que moi, voilà, j'allais dire, c'est pas très élégant, je suis Mark Russell, quoi qu'il fasse. Donc, en tout cas, je le soutiens dans toute son œuvre, quoi. Il y a peut-être juste son Lone Ranger que j'ai pas lu, tu vois. Grosso modo, son Red Sonja. Donc, mais à part ça. Était sympa, ouais. Le Red Sonja était sympa. Ouais, skip. Mais non, c'est effectivement, c'est dans la continuité de ce qu'il a pu faire sur son discours, vraiment, c'est-à-dire du modèle américain, du modèle ultra-capitaliste. Lex Luthor, il avait déjà utilisé vraiment pour dénoncer un peu vraiment voilà l'ultra-capitalisme. Il avait fait le crossover Lex Luthor avec je sais plus comment il s'appelle le cochon dans les Looney Tunes là. Porky Pig. Porky Pig, voilà, merci. Qui était ultra dur dans ce qu'il racontait réellement, de la façon dont c'était vraiment le capital qui exploitait ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Et là, c'est peut-être un peu moins dur dans ce que ça raconte. Dans la forme, mais sous le fond, c'est quand même ça reste dans sa continuité thématique. Moi, je m'en lasse pas parce que ça me fait toujours rire, parce que c'est toujours pertinent, parce que c'est toujours cool, même si l'éditorial de DC est ce qu'il est en ce moment, de voir qu'il laisse continuer ce genre d'exploration thématique. Et ouais, je me dis que si ça se vend bien, bah, peut-être que ça permettra d'avoir la seconde partie de Prez. Le forcing est fait pour ce podcast une fois de plus. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Moi, j'y crois. De quoi ? À Prez 2. C'est vrai ? Ouais. Ah, tu me fais plaisir. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que mine de rien, Mark Russell, il est encore là, tu vois. Il continue à bosser avec eux. Faudrait que je lui demande. Plus son nom progresse dans l'industrie, plus il... Parce que comme tu dis, Lone Ranger, c'était chez Dynamite, et chez Ahoy, il s'est implanté, il est chez DC, enfin... Le mec, mine de rien, ça commence à devenir un mec qui compte dans la BD, quoi, enfin dans les comics. Mais tu sais, mais même très rapidement, il a été nommé aux Eisner plusieurs fois, donc... Moi, franchement, je me dis qu'un jour, franchement, juste pour 5 numéros supplémentaires... 6, bah ça va, est-ce que DC pourrait pas juste faire un petit effort Ils ont fini par faire The Over History of the DC Universe alors que personne n'y croyait, hein. Et ça a mis 3 ans, donc peut-être que... D'ailleurs, le numéro 2 est sorti. c'est vrai. Très bien. Yes, bah, on en reparlera dans un autre back issue. Ouais, il serait temps qu'on fasse un récap parce qu'il y a eu plein de trucs bien chez DC Comics, mais qui ne sont pas liés à Future State. Et dans l'indé aussi. Oui. Et ailleurs, de toute façon, c'est ce on fera un numéro spécial bilan Future State deuxième mois. Donc à la fin du mois de février, on va pas faire des récaps hebdomadaires pour la seconde moitié, puisque ce sera quand même grosso modo beaucoup de suites des numéros 2, de choses qu'on aura déjà évoquées. Donc a priori, on pense que ce qui était bien continuera de l'être, et qu'il y aura peut-être des réserves sur les conclusions forcément, et que ce qui ne l'était pas continuera de ne pas l'être. Et donc on va pas non plus refaire 4 fois 1 heure pour se répéter et faire le même constat. Par contre, on fera une émission spéciale fin février pour dire bon alors qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien au final. Et ce sera voilà un gros morceau de back issues. Et après on attaquera Infinite Frontier, rebelote, pour le démarrage. Mais en tout cas, on espère que voilà ce suivi semaine après semaine, ça vous a plu et ça vous a au moins donné quelques indications sur les titres qu'il fallait suivre pour le début du Future State. A priori, si vous avez pris les premiers numéros, vous prendrez sûrement les seconds. On verra donc d'ici un mois si on a bien fait d'aller poursuivre les titres qui nous avaient bien plu sur leur première moitié. Et merci de nous
nous avoir écoutés. On se retrouve Merci. donc très bientôt pour la suite des Back Issues. Il y a du Super Friends qui arrive, du Micro Omnibus, des podcasts thématiques. En veux-tu, en voilà. Le programme, il est vaste, il est varié et il est là pour durer. Merci de nous soutenir, partager Merci. les podcasts sur les réseaux sociaux, tout ça. Et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut. Allez, on fait un podcast avec les voix des Simpsons. Salut Arnaud Nounet. Alors, on va faire effectivement un podcast avec la voix des Simpsons. Corentin, c'est une excellente idée. Et donc, commençons tout de suite. C'est que moi, celui que j'imite le mieux, il est cancel. Donc... Ouais, mais tu l'as voulu. Je suis niqué. Et tu es complètement niqué. Salut les amis, bienvenue dans Bird Print, votre podcast comics qui parle de bande dessinée américaine. Ouh, pinaise, on a plein de trucs à causer cette semaine, Corentin. Oh, Arnaud, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire le podcast avec cette voix tout de même. Le Seigneur nous dit que... Ah bah t'inquiète pas, c'est des bandes dessinées, ça peut pas faire de mal à personne, tu sais, hein, on va parler de DC Comics. Mais chier Kikou, je veux même pas que ce soit une bonne idée. J'ai fait me faire cancel pour action raciste. C'est vrai, effectivement. Voilà, c'est foutu. Voilà, le podcast tombe dans les limbes. Allez, Adieu. hop, mais du coup on va pas la garder en intro parce que tu vas vraiment te faire cancel.